Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, je vais faire une synthèse sur la physique de l'éther, regroupant la plupart des informations de physique théorique divulguées sur cette chaîne, mais en y apportant aussi des compléments. Pour commencer, il faut comprendre que les hypothèses d'Einstein sur un vide complètement vide sont fausses. C'est pourquoi la relativité générale et la physique quantique sont incompatibles. La cosmologie admet aujourd'hui qu'il existe une énergie noire, répulsive, pour expliquer l'expansion de l'univers. Mais la valeur qu'elle obtient est ridicule, équivalente à quelques protons par mètre cube. A contrario, la physique quantique suppose une densité d'énergie plus que gigantesque, de l'ordre de 10 puissance 113 joules par mètre cube. Et là encore, les physiciens sont bien embêtés avec un chiffre difficilement acceptable. Enfin, l'électromagnétisme a besoin d'un média pour expliquer la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide intersidéral. Ce média était appelé l'éther par les physiciens jusqu'au début du XXe siècle. Nikola Tesla avait réussi à mettre en évidence la présence de l'éther, grâce à ses expériences avec de très hautes tensions à très haute fréquence, dès les années 1890. Mais ses travaux ont été complètement ignorés. Et Einstein a publié la relativité restreinte puis générale, qui se passe de la notion d'éther. J'ai démontré qu'on explique très facilement l'interaction nucléaire forte au sein des atomes en prenant en compte la pression de l'éther sur les protons, qui sont alors collés par un effet ventouse. Et ce qui est fabuleux, c'est que la pression qui redonne la valeur de la force d'interaction nucléaire forte correspond à la densité d'énergie du proton. Cela signifie que la pression à l'extérieur d'un proton est égale à la densité d'énergie du proton, et on obtient la valeur énorme de 5 10 puissance 34 joules par mètre cube. Cela signifie que l'univers est partout rempli d'une quantité considérable d'énergie, qu'on appelle l'éther, et que la matière est une forme que je qualifierais dans un premier temps d'éther solidifié. En physique quantique, la matière est associée à une onde, et cela semble effectivement beaucoup plus correct, même si la physique des particules est à revoir complètement, avec sa notion de boson au vecteur de force qui deviennent totalement inutiles. Si l'on considère que l'univers est effectivement rempli d'éther, cela ouvre la porte à une nouvelle compréhension de toutes les branches de la physique, physique quantique, cosmologie et électromagnétisme. Nikola Tesla disait que l'éther est élastique et rigide. J'ajouterais même que c'est un fluide parfait, et que grâce à ces trois propriétés, fluide parfait, élastique et rigide, nous allons pouvoir expliquer beaucoup de phénomènes incompris par la science officielle. Commençons par nous représenter l'éther par un petit modèle à la fois élastique et rigide, pour mieux comprendre la suite. Le meilleur modèle que j'ai trouvé, c'est un couple de charges, une charge positive et une charge négative, équivalent à la charge élémentaire d'un proton et d'un électron, en rotation synchronisée autour de deux axes, et pouvant aussi vibrer le long d'un troisième axe. Ce petit modèle permet d'expliquer la création d'un champ magnétique sinusoïdal dans une onde électromagnétique, par la rotation des charges, et la création d'un champ électrique par la vibration le long du troisième axe. La beauté de ce modèle est que l'énergie cinétique de rotation nous redonne la formule de l'énergie du photon, en repartant du principe de quantification de Bohr de la mécanique quantique, comme vu dans la vidéo numéro 28. On comprend que ce petit modèle est élastique, car un champ électrique extérieur va modifier sa longueur tout en restant rigide. Admettons que cela nous donne en plus un fluide parfait, comme un gaz parfait. Cela signifie en particulier qu'il a une viscosité nulle, ne générant aucun frottement, et que rien ne peut être plus fluide que ça. Une autre propriété intéressante est qu'il ne contient pas de chaleur, et donc, d'après la mécanique des fluides, toutes les variations de densité d'énergie interne sont dues aux variations de pression. Ce fluide parfait obéit alors à cette loi de mécanique des fluides, appelée équation de l'air. Cette formule est tout simplement l'équation du vent appliquée à un fluide parfait, sans force de gravitation externe, car les forces de gravitation sont internes. La gravitation se manifeste directement par l'accélération de l'éther, sous l'influence d'une différence de pression. Et la mécanique des fluides appliquée à un fluide parfait nous enseigne que la célérité d'une onde, et donc ici la vitesse de la lumière, est variable selon la relation C'2 sur P égale C2 sur P0.
Gamma est le coefficient adiabatique de l'éther. On voit facilement que pour retomber sur des résultats équivalents à la métrique de Schwarzschild, solution de la relativité générale, il faut prendre gamma égale 2. À partir de là, on démontre très simplement la formule E égale mc2 en une seule ligne de calcul, et on vient d'unifier cosmologie et physique quantique. En appliquant la formule de la gravitation de Gauss donnée par la théorie des champs, on obtient alors en une ligne de calcul Laplacien de P égale lambda ρm C2. En termes physiques, cette formule signifie simplement que la courbure du champ de pression d'éther est proportionnelle à la densité d'énergie de la matière, et que la constante de proportionnalité est la constante cosmologique d'Einstein. Cela signifie aussi que la matière crée une dépression permanente dans l'éther, comme un aspirateur permanent. Toute la question est de savoir alors où va cet éther. L'éther, c'est l'énergie de l'univers, et le propre de l'énergie, c'est de se transformer. Tout laisse penser que l'éther absorbé par la matière se dissipe dans des ondes de compression, la fameuse énergie radiante découverte par Nikola Tesla, qui donnerait accès à l'énergie libre. Cela permet aussi de mieux comprendre la théorie de l'univers holographique de David Bohm, reprise par Nassim Haramein. Une preuve intéressante de cette aspiration effective de l'éther par la matière est l'expérience de Michelson et Morley, cherchant à mesurer le vent d'éther. La science actuelle considère que l'expérience a échoué, n'arrivant pas à mesurer la variation de 30 km par seconde donnée par la vitesse de déplacement de la Terre autour du Soleil. Nous allons voir que les résultats peuvent être compris de toute autre manière. On peut très simplement calculer la vitesse théorique de pénétration de l'éther dans la Terre, en ne prenant pas en compte le déplacement de la Terre dans l'espace, mais seulement l'accélération liée à la force de gravitation. La méthode de calcul est identique à la méthode de calcul de la vitesse de libération de la Terre, vitesse qu'un objet doit avoir pour échapper à l'attraction terrestre, comme un projectile lancé verticalement depuis la surface de la Terre sans qu'il ne retombe sur Terre. Commençons par la vitesse de libération. Pour cela, notre projectile tiré depuis le sol a une énergie cinétique égale à 1/2 de mv2 et une énergie potentielle égale à -gm m sur r, où r est le rayon terrestre, petit m la masse du projectile, grand M la masse de la Terre et g la constante gravitationnelle. La vitesse de libération permet au projectile d'atteindre un point situé à l'infini avec une vitesse nulle. Et donc, à l'infini, son énergie cinétique sera nulle. De même, son énergie potentielle due au champ de gravitation terrestre est nulle. Son énergie totale est donc nulle. En négligeant les frottements de l'air au moment du tir, on obtient alors 1/2 de mv2 moins g petit m fois grand M sur r égale 0, soit v égale racine de 2g grand M sur grand R. De même, pour une cellule d'éther au repos à l'infini, qui sera attirée par la Terre, son énergie totale, cinétique plus potentielle, est nulle à l'infini, et égale à 1/2 de mv2 moins g petit m grand M sur r en pénétrant la Terre. On retrouve la vitesse de libération de la Terre, ce qui paraît somme toute logique. Il faut avoir une vitesse supérieure ou égale au courant contraire pour s'en échapper. Et pour la Terre, cette valeur est de 11,2 km par seconde. L'expérience de Michelson et Morley de 1887 a été reprise de 1902 à 1926 par Dayton Miller, qui a aussi été président de l'American Physical Society. Dayton Miller a ainsi fait près de 200 000 mesures pendant cette période, et selon ce livre de James DiMeo, la valeur la plus élevée qu'il a pu obtenir est 11,3 km par seconde. Personne n'explique aujourd'hui pourquoi cette expérience ne donne pas des mesures de 30 km par seconde, voire même 200 km par seconde si l'on prend en compte le déplacement du système solaire. Tout porte à croire que cette expérience mesure en fait la vitesse de pénétration de l'éther dans la Terre. Venons-en maintenant à la théorie de l'électromagnétisme, publiée par James Clerk Maxwell en 1873.
Nous n'en connaissons qu'une représentation mathématique sous la forme de 4 équations connues de beaucoup d'étudiants en sciences, mais sans en comprendre la signification physique. Tu trouveras sur cette chaîne 3 vidéos explicatives, numéros 27, 28 et 29. Ces 4 équations s'appuient sur le champ électrique, noté E, et le champ magnétique, noté B. Mais le traité de Maxwell, qui fait environ 800 pages, se conclut comme ceci. Par conséquent, toutes ces théories conduisent à la conception d'un médium où la propagation se produit. Et si l'on admet ce médium comme une hypothèse, je pense qu'il devrait occuper une part prépondérante dans nos investigations, et que nous devrions nous efforcer de construire une représentation mentale de tous les détails de ces actions, ce qui a été mon souci constant dans ce traité. Clairement, tout ce traité est basé sur l'éther, et sur une grandeur appelée le potentiel vecteur, noté U par Maxwell, aujourd'hui noté A dans la théorie moderne, et assimilable à la quantité de mouvement de chaque cellule d'éther. Et les champs E et B en découlent par 2 nouvelles équations. V est le potentiel en volts. La signification physique des équations de Maxwell et la théorie de l'électromagnétisme ne peuvent se comprendre d'un point de vue physique qu'en repartant de ces potentiels, et deviennent alors, pour l'effort en maths, l'opérateur carré et la courbure du champ, prenant en compte la propagation dans le temps à la vitesse de la lumière, et s'appelle le d'Alembertien. D'un point de vue physique, cela se résume ainsi. On a trouvé avec la gravitation que la courbure de la pression d'éther est proportionnelle à la densité d'énergie de la matière. La théorie de l'électromagnétisme nous amène ainsi 2 nouvelles propriétés. La courbure du potentiel électrique est proportionnelle à la densité de charge. La courbure de la quantité de mouvement de l'éther est proportionnelle à la quantité de courant. Et ces 3 potentiels sont liés par une condition supplémentaire de conservation du flux d'énergie, appelée jauge de Lorentz, que j'ai complétée et expliquée dans la vidéo 65. La variation d'énergie interne P est égale à la variation du flux d'énergie cinétique, liée à A, plus la variation d'énergie potentielle, liée à V. La 3e relation était connue d'un point de vue purement mathématique, mais sa signification physique était totalement incomprise, même si 2 effets physiques la mettent en évidence. Le premier effet est l'effet Aharonov-Bohm, expliqué dans cette même vidéo 65. Un nouvel effet, l'effet Mondstein, découvert en 1992, vient là encore confirmer la réalité physique de la quantité de mouvement d'éther. Et les explications sont les mêmes que pour l'effet Aharonov-Bohm. L'effet Aharonov-Bohm met en évidence le fait qu'un flux d'éther tourne autour d'un solénoïde de grande longueur, bien que le champ magnétique soit nul à l'extérieur du solénoïde. L'effet Mondstein utilise 2 aimants. Lorsqu'un seul aimant s'approche du fil, une tension électrique apparaît aux bornes du fil, conformément à ce que prédit la théorie. Si maintenant 2 aimants s'approchent du fil de manière symétrique, les champs magnétiques produits par les 2 aimants s'annulent mutuellement, et on pourrait légitimement penser qu'aucun champ E n'apparaît. Mais la tension aux bornes est en fait doublée. Comment cela est-il possible? L'explication est simple. Bien que le champ B soit nul en permanence, un champ E apparaît, car les 2 quantités de mouvement des 2 flux d'éther tournant autour des aimants s'additionnent. Et la quantité de mouvement du flux d'éther augmente parallèlement au fil conducteur. Conformément à l'équation E égale à moins grade V moins dA sur dt, un champ E apparaît, alors que la 3e équation de Maxwell nous faisait penser à tort le contraire. Bon voilà, il est grand temps de revoir toute la physique en repartant de la base, à savoir l'étude des propriétés de l'éther, comme l'écrivait Maxwell en concluant son traité d'électromagnétisme. C'est tout pour aujourd'hui. Pour me suivre, tu peux t'abonner à cette chaîne ou mieux, t'abonner à mon canal Telegram. Et je te dis à bientôt. Bye bye.